Je vais répondre aujourd'hui à une question que vous m'avez souvent posée. Bonjour à tous, nous sommes à Marseille, au golfe de la Salette, la cité phocéenne et les montagnes de Marcel Pagnol qui nous entourent, reçus par la direction du club, que nous verrons tout à l'heure, et par les pros de la PGA, avec moi, Rudy Lucas et Olivier Fritz. Bonjour messieurs. Bonjour Michel, bienvenue chez nous. Vous avez un super parcours. Merci. Il est beau et en plein hiver avoir un si beau parcours, c'est ça, une belle équipe d'entretien, certainement des grands passionnés ici. Oui, oui. Et puis en harmonie avec la nature. Une nature que tu connais bien. Ouais. Parce que je crois que tu faisais de la moto. De la moto tout autour, alors je connais chaque recoin du golfe et aux alentours, là, il n'y a pas de problème. Donc on va avoir une superbe visite de chaque partie du terrain aujourd'hui. Ça va être passionnant. Nous avons dans la série Birdie, comme d'habitude, des scènes individuelles et des scènes que nous faisons à trois. Dans les scènes individuelles, Rudy, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors j'ai choisi aujourd'hui la maîtrise de la vitesse sur les putts qui est là pour aujourd'hui la notion numéro 1 si l'on veut espérer détecter la pente et rentrer bien sûr le putt. D'accord, donc tu évites en fait à nos amis amateurs des problèmes de comportement, d'attitude. Oui, j'essaie d'attirer l'attention un peu différemment. Au lieu de se concentrer finalement sur le trou, on aura une autre intention. Intéressant. Qu'est-ce que tu nous proposes, Olivier? Alors moi aujourd'hui ce sera plus le driving et la puissance notamment avec la hauteur et la portée de balle. Très bien. Je crois que tu as un driver dans ton sac que tu affectionnes particulièrement. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et pour ma part, eh bien, je répondrai à une question que vous me posez souvent. Et je suppose qu'on vous la pose à vous aussi. Est-ce que devant le green, il vaut mieux utiliser un putter ou un petit fer de manière à être performant à l'approche du green? Donc nous allons voir ça sur le terrain. Bienvenue à tous. Merci à Golfstar. Merci à Puma, à Cobra, les partenaires de la série Birdie. Et nous, on part sur le parcours. Séquence driving. Nous sommes au trou numéro 3 du golfe de la Salette, un par 5. Et on va parler du drive. Et on parlait d'un drive puissant. Je vais vous expliquer comment je m'y prends pour aller le plus loin possible sur ce trou et essayer d'atteindre le green en 2 coups. Les points essentiels pour moi pour réussir un bon drive sont la posture, la position de la balle par rapport au pied et la position de la balle en hauteur sur le tee. Concernant la posture, je vais incliner ma colonne vertébrale vers la droite pour pouvoir avoir un point bas avant l'impact et donc frapper la balle en remontant pour la porter haut et loin. Ensuite, concernant la position de la balle par rapport au pied, l'erreur fréquente des joueurs amateurs, c'est de placer la balle avec le driver trop à gauche et de ce fait d'avoir les épaules orientées vers la gauche au moment de l'impact, ce qui engendre des slices ou des chandelles même. Donc on va placer la balle en face d'un point situé à l'intérieur du talon gauche, 10 cm à peu près. Et troisième point, la hauteur. Autre défaut qui est conséquent des deux autres, les gens qui coupent placent la balle trop bas parce qu'ils veulent éviter leur chandelle. Il faut faire exactement l'inverse, la mettre un peu plus haut sur le tee pour s'obliger à rester derrière
et la frapper très fort vers le ciel. Les 3 points que j'ai évoqués avec vous concernent uniquement la partie statique. Ils sont importants pour aller loin, mais ne suffisent pas à eux seuls à envoyer la balle très fort. Ce que je ressens personnellement, c'est en début de descente, une poussée des jambes à la fois verticale et vers la cible, qui me permet de transmettre un maximum de vitesse à la tête de club. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour faire cette approche? Un putter ou un petit fer? Eh bien en fait vous pouvez prendre les deux. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. En ce qui me concerne, si je suis en compétition et que je suis en train de gérer cette situation, mon principal souci, ça va être de bien doser. Si je prends le putter, ça va être amplifié. C'est-à-dire qu'effectivement mon exécution sera plus simple et je suis quasiment certain évidemment de faire une approche, puisque même avec un putter, c'est une approche puisque je suis en dehors du green, puis 2 putts, ça ne devrait pas être bien compliqué, tandis que je ne suis pas sûr de faire approche putt. Je suis beaucoup plus certain de faire approche putt si j'utilise un petit fer, parce que je connais exactement le dosage à vitesse normale que je vais produire avec mon club, et donc 17 mètres ici, je prends un fer neuf. Je vous montre ici l'exécution de cette approche avec mon fer neuf. J'ai évidemment mis plusieurs balles pour les besoins de l'explication. Donc je suis en position et c'est parti. Donc je fais une approche roulée tout à fait classique. Et vous voyez, mon dosage est déjà paramétré par mon entraînement. Donc j'ai pas vraiment eu de soucis. La seule chose pour vous, c'est de savoir si vous avez cette maîtrise gestuelle, c'est-à-dire d'arriver à faire le geste, évidemment, sans mouvement parasite, que le geste soit bien exécuté. Si vous en êtes certain, eh bien, je vous préconise vraiment de prendre le club roulé qui correspond à votre distance. Ne prenez évidemment jamais un sandwich dans cette situation. C'est une pure folie. C'est trop compliqué de doser. Donc vous prenez soit un pitch, un 9 ou un 8. Ici, j'ai 15 mètres, 17 mètres, donc c'est un fer neuf. Si maintenant, je prends mon putter, là, tout de suite, le paramètre d'exécution me paraît beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple parce qu'effectivement, j'ai qu'à faire un aller-retour avec une vitesse, avec un mouvement assez ample et calme. Donc je fais un mouvement assez ample et calme. Et vous voyez, mon dosage ici est beaucoup moins facile à réaliser que ce que je ne l'ai fait avec mon club. Donc là, évidemment, je ne raterai pas le green. Mais le dosage est plus difficile. Donc je suis obligé de beaucoup plus me concentrer sur le dosage, ce que je n'aime pas du tout à faire, dans une situation où la charge mentale va augmenter. Donc je vais devoir me concentrer en fait au moins 3 fois plus que si j'avais mon club. Voilà, ça commence à fonctionner. En plus de ça, dans mes préférences, eh bien, je n'aime pas avoir une zone irrégulière ici avant le green. Donc, au final, si vous prenez un fer, vous devez être certain de votre exécution. À ce moment-là, le dosage est beaucoup plus simple. Il vous suffit de récupérer votre vitesse d'exécution de l'entraînement. Si vous prenez un putter, bien sûr, le geste est plus facile. Donc là, pas de problème sur l'exécution. En revanche, le dosage est beaucoup plus difficile à trouver.
Nous sommes sur le putting green de la Salette. Je vais vous parler d'une situation que l'on rencontre souvent. J'ai considéré un putt de 3 mètres et je vais vous expliquer ce qui me paraît être la priorité sur ce putt. Je vois beaucoup d'amateurs qui se concentrent finalement sur le trou et ils imaginent que le trou est l'arrivée de la balle. Et moi je considère que la balle en fait est censée arriver au-delà du trou. Donc je vais me concentrer sur un point qui est au-delà du trou. Je considère que la vitesse de balle idéale amènerait ma balle 50 cm après le trou, voire si le green est très rapide, 60 ou 70 cm après le trou. Je vais donc porter mon attention sur cette pièce que j'ai placée 50 cm après le trou. Je vais donc m'intéresser à cette notion qui est la vitesse, le dosage. Je vais enchaîner quelques putts en ne cherchant non pas à rentrer la balle dans le trou, mais en me rapprochant le plus possible de cette pièce. Si vous regardez bien, la pièce est placée non pas dans une ligne droite qui se prolonge après le trou, mais cette pièce en fait est placée sur une courbe qui correspond à l'inclinaison et la déviation de la balle. Donc je vais installer mon putter sans forcément considérer la pente. Je vais considérer surtout cette pièce visuellement. Je me suis calibré sur cette vitesse de green et j'envoie la balle en cherchant à atteindre la pièce. Alors évidemment, là ça marche du premier coup. Je refais. La maîtrise de la vitesse reste l'essentiel. Si vous observez mon putter, là il est parfaitement aligné sur la ligne. Une fois que je vais démarrer mon mouvement, je ne considère pas le mouvement du club se faisant sur une ligne. J'accepte un mouvement de club qui se fait légèrement en dedans de la ligne. Ma face de club à ce moment-là est orientée légèrement à droite. Mon club revient s'aligner et se superposer à la ligne et finit à la sortie légèrement rentrant. Récapitulatif des points que j'ai abordés. La priorité a été de se concentrer sur la vitesse de la balle. Je me suis calibré sur une pièce que j'avais placée 50 cm après le trou. Une fois cette vitesse maîtrisée, je me suis intéressé à la direction de ma balle, puisqu'ici il y avait une pente. Donc j'ai pris soin d'aligner mon putter. D'ailleurs, l'alignement de mon putter a été d'autant plus facile que j'ai bien calibré ma vitesse de balle. L'un entraîne l'autre. La vitesse de balle est la priorité à maîtriser si vous voulez savoir maîtriser les pentes. Olivier, nous voici en situation et je voudrais te donner une question que nous posent souvent nos amis amateurs. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arriver à prendre nos compétences du practice et de les amener sur le parcours? Alors il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est que sur le practice, on répète plusieurs fois le même swing avec le même club. Donc c'est la répétition qui fait que finalement le coup commence à payer. La deuxième, c'est que sur le practice, on est dans des conditions idéales avec la balle à la même hauteur que les pieds. Il n'y a pas de pente sur le practice, alors que sur le parcours, c'est très rare de trouver un coup sans pente. Il y a beaucoup de pentes et souvent des pentes que les amateurs ne détectent pas. Ils ne les détectent pas parce que la plupart du temps, ils ne font pas de coup d'essai. L'importance du coup d'essai, là, est primordiale parce qu'elle vous fait d'abord répéter plusieurs fois le même mouvement. Donc on se retrouve dans la situation du practice. Et puis ensuite, elle permet, le coup d'essai permet de se rendre compte du premier coup s'il y a une pente ou pas. Si la balle, comme elle est là en l'occurrence, est plus haute que les pieds, sur le premier coup d'essai, le club va s'enfoncer dans le sol et vous allez faire une grosse gratte, qui ne sera pas grave puisqu'elle sera sur le coup d'essai. Donc on a une sorte de double pente ici, on a la pente qui est par rapport à la balle. Voilà, donc il y a une pente qui va d'abord vers le green, donc une pente montante vers le green, et puis une seconde pente qui est vers moi, c'est-à-dire que la balle est plus haute que mes pieds. Donc la correction, pour corriger la pente avec la balle plus haute que les pieds, c'est d'abord de surclubber. Alors pourquoi? Parce que quand vous prenez le bon club, qui est là,
avec la balle plus haute que les pieds, on se retrouve avec une face qui est bien orientée par rapport à mon corps, mais qui va être mal orientée par rapport à la cible. Et plus le club a du loft, plus il est ouvert, plus le départ sera directement à gauche avec la face. D'accord. Donc la correction serait d'ouvrir la face, de l'orienter à droite. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre des clubs en plus. Et oui, parce que regardez là, la tige non seulement s'est remise dans l'axe, mais par contre, elle est dirigée beaucoup plus vers le ciel. Donc au lieu de prendre mon fer neuf, que j'aurais pris dans une situation de club et à plat, ici je prends un fer 7, donc au moins 2 clubs de plus, que j'oriente un petit peu plus à droite, et je me retrouve avec une trajectoire idéale vers la cible. Donc. Magnifique, beaucoup d'engagement dans ce coup. C'est un coup complet. Là, on ne fait pas une demi-mesure, on fait un mouvement normal. Donc en résumé, dans cette pente montante, plus avec une balle au-dessus du niveau des pieds, 2 clubs supplémentaires pour une distance là qui était à peu près de 120 mètres. 120 mètres. Tu as pris un fer 7. Pour nos amateurs qui prennent un fer 7 ou un fer 6, eh bien... Plus carrément un hybride, à mon avis. Carrément un hybride. Il ne faut pas avoir peur de prendre au moins 2 clubs de plus. Voilà, vous ne serez jamais long sur ce genre de situation-là, donc vous pouvez y aller. Une dernière question, Olivier, qui est plus spécifique, on va dire, aux joueurs compétitifs. Là, on a non seulement la situation qui est délicate, mais en plus on a soleil contre. Comment tu fais en compétition lorsque tu as cette situation pour arriver à rester performant? Parce qu'on est quasiment dans l'éblouissement. Alors, ne pas se focaliser sur la trajectoire. Penser à son alignement, à son setup, à sa position, et faire un mouvement plein. Voilà, il faut avoir confiance dans sa trajectoire. D'accord, donc tu vas prendre plus de repères ici, oui, et le côté visualisation habituelle dans le ciel, eh bien tu vas t'en passer. Voilà, exactement. Je compte sur les autres pour regarder ma balle, mais normalement elle ne devrait pas être trop loin du drapeau. Nous sommes au trou numéro 10 à 69 mètres du trou. J'ai choisi un sandwich pour jouer ce coup et je vous donne ma sensation. Pour jouer ce coup, je vais laisser mes bras et mon club se reposer sur mon corps. Ça signifie que ma vitesse de club ne viendra que de mon corps. Donc je vais utiliser un mouvement en rotation et en appui. Et la sensation de frappe, ça sera celle du manche. Donc j'ai une sensation de bâton, ce qui va me permettre de maîtriser l'ouverture de mon club. C'est en général comme ça que je fonctionne pour maîtriser mes distances sur des coups intermédiaires. Allez, je vous montre, je vous présente le coup. « 69 mètres au drapeau. Pour ma part, je prends un 56 degrés. Sandwich. S'il n'y a rien marqué sur votre sandwich, c'est que vous avez un 56 degrés. Je prends les mêmes repères qu'à l'entraînement. Pour mon wedging, le plus important, c'est mes appuis, le rythme et les amplitudes symétriques, c'est-à-dire je fais une amplitude dans mon backswing qui est la même que dans ma sortie. Et ces amplitudes symétriques m'évitent ici une vitesse excessive dans la zone d'impact. Très important pour moi, c'est de faire des mouvements bien rythmés, très techniques et précis. Donc, les appuis, la face du club est positionnée sur le drapeau. Je suis certain de mon dosage car je l'ai paramétré à l'entraînement. 3/4 de swing, les pieds sont écartés de la largeur de mes épaules. La balle est au milieu de mes pieds. 3/4. 3/4. Voilà, la balle est au drapeau. Très important, les amplitudes symétriques. Pour ma part, à la même distance, donc 69 mètres toujours, j'ai décidé de faire un coup un peu plus compliqué, un peu plus technique pour lever un maximum ma balle et la faire tomber à 68 mètres. Et juste un petit peu avant le drapeau. Pour ça, je vais avoir un mouvement plus ample que mes deux comparses, plus ample avec beaucoup plus de mains à la fois dans l'élan et dans le relâchement. En me servant un maximum de la semelle du club et du rebond du club pour glisser sous la balle.
Daniel Scaravonati, bonjour. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'avoir reçu la série Birdie aujourd'hui dans ce magnifique golf de Marseille, La Salette. Merci à vous pour votre visite, c'est un plaisir. Alors, La Salette, comment ça fonctionne? Comment fonctionne ce golf? Un golf commercial avec des membres? Oui, absolument. Donc c'est un golf qui date de 1989, qui a été repris sous gestion Open Golf Club en 1996. Et donc c'est le format de la chaîne Open Golf Club, c'est-à-dire hybride entre les membres et les green fees. D'accord. Donc la possibilité de jouer à la journée, mais aussi de prendre des cotisations à l'année, en semaine ou en plein temps. Voilà. Alors, combien coûte un green fee, Daniel, quand on vient jouer à Marseille, La Salette? Alors le prix public c'est entre 50 € la semaine et 65 € le week-end, ça c'est les prix maxi, sachant que tous les golfeurs régionaux ou sous accord avec la chaîne Open Golf Club ont des réductions, donc c'est rarement le prix pratiqué. Voilà. Des membres, on va dire des membres abonnés, parce qu'on n'achète pas une partie du parcours bien Non, sûr. absolument pas. On peut jouer avec des tarifs avantageux, donc c'est bien, on a de quoi faire plaisir finalement. On est vraiment dans une organisation qui est très démocratique pour les golfeurs. Absolument, en plus, en plus de la formule d'abonnement ou du green fee, nous avons une formule hybride qui permet de prendre une carte de réduction sur le parcours qui donne des droits à des tarifs à la fois en semaine ou en week-end, ce qui permet au golfeur de ne plus avoir à choisir s'il va jouer plutôt la semaine ou plutôt le week-end. Il peut jouer 7 sur 7 avec des tarifs défiant toute concurrence, puisqu'il est à 30 € le green fee 18 trous en semaine et 35 € en week-end par l'achat de cette carte. Typiquement au golf de la Salette. Donc c'est vraiment un format urbain qui s'adresse à des golfeurs qui cherchent à jouer plusieurs parcours aussi, et donc voilà, on est vraiment dans ce contexte-là, on est dans le... Alors est-ce que Daniel, dans cette organisation-là, il y a quand même une touche de Daniel, une touche personnelle dans cette organisation? J'espère, puisque ça fait 10 ans que je suis là, donc on essaie de... Moi je me concentre beaucoup sur à la fois les produits pour faire accéder au maximum de golfeurs de Marseille et de la région au parcours, parce qu'il mérite d'être connu. Il est parfois un peu décrié pour son côté un petit peu atypique, donc il est frais. Donc la touche Daniel, c'est quoi? C'est des produits pour essayer de faire venir les gens avec un peu moins de réticence. Donc souvent ça s'affecte à des produits discountés, des produits packagés. Et puis c'est travailler le parcours. C'est travailler l'environnement du parcours, en faire une belle balade et surtout le simplifier, le rendre plus ergonomique, le rendre plus golfique. Voilà, on avait pas mal de trous qui étaient blind jusqu'à présent, on est en train de les élargir, de donner des nouveaux points de vue, de les rendre plus golfiques, quoi, et en essayant d'agrémenter le jeu du golfeur de façon à ce qu'il revienne plus souvent chez nous. À ce que ça soit plus accessible en blind, bien sûr, vous l'avez compris, étant des fameux trous aveugles qui sont très beaux, mais qui sont aussi un peu déstabilisants pour les joueurs qui démarrent le golf. En tout cas, nous, ce que j'ai apprécié ce matin en faisant le survol donc, des terres, c'est vous avez réussi à ne pas dénaturer. Et ça c'est très important, de ne pas bien s'harmoniser avec la nature. Et c'est vraiment, on est dans, je crois même autour des montagnes, des collines de Marcel Pagnol. Oui, tout à fait. Voilà, derrière nous, on a le Gare-la-Banque, on peut peut-être voir à l'écran les collines de la Treille qui sont les lieux chargés d'histoire. Chargés d'histoire, et notamment à la Treille, le cimetière qui accueille la tombe de Marcel Pagnol. Pardon. Donc quand on joue ici, eh bien, on est un peu transporté. Daniel, pour aller en centre-ville, si je veux aller manger ce soir une bouillabaisse sur le Vieux-Port, j'en ai pour combien de temps? Le soir, on en a pour un quart d'heure, 20 minutes maximum, le temps de trouver une place dans un parking. C'est tout de suite d'accès à l'autoroute Est, et par le tunnel du Vieux-Port, on est en moins de 15 minutes sur le Vieux-Port, hors des horaires de forte affluence et forte circulation. Vous avez le site internet qui s'affiche en dessous de nous, dans lequel vous retrouverez évidemment toutes les coordonnées indiquées par Daniel, plus de nombreuses informations sur la Salette, le golf de la Salette, qui est un golf vraiment à découvrir. Daniel, est-ce qu'il y a des projets, en plus des petites rénovations que j'ai vues sur le terrain, est-ce qu'il y a des projets sportifs pour cette année 2017? Oui, alors on est dans notre 5e année de l'Open de la ville de Marseille. Donc 5e Open cette année, une compétition amateur qui a réuni plus de 300 joueurs sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche.
Voilà, avec un très beau plateau, un plateau amateur qui commence à s'étoffer avec des joueurs qui viennent de la région mais aussi hors de la région pour essayer de mettre ce titre à leur palmarès. Donc ça c'est la plus grosse compétition que le club accueille le dernier week-end de septembre, donc pour cette année. Ensuite il y a les compétitions de clubs qu'on connaît dans pas mal de golf aussi, des événements BMW. Oui, vous avez quoi, une trentaine d'événements annuels à peu près? Oui, entre les compétitions de membres et les compétitions ouvertes au public en Stableford, en Scramble ou autre, oui c'est à peu près ça, une trentaine de compétitions dans l'année. Eh bien c'est parfait. En tout cas Daniel, félicitations parce que d'abord l'accueil superbe, magnifique. On a mangé à midi, merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation. Je vous en prie. C'était très bon, adapté et rapide. Et félicitations également parce que en hiver, arriver à maintenir des conditions d'entretien aussi bonnes, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a du travail derrière. Donc bravo. Merci beaucoup Voilà. Michel. À très bientôt. À bientôt Michel. Et on continue la série Birdie sur le parcours. Nous sommes sur le trou numéro 7, à 25 mètres du trou, 13 mètres pour arriver sur le green et 12 mètres de green. Nous allons vous montrer deux approches différentes par pro. Une pour les joueurs amateurs et une autre plus compliquée pour les joueurs confirmés. La première, avec un hybride 23 degrés, on va prendre le club plus court sur le manche, avec dans l'idée de faire un mouvement de putting. Sauf que c'est un putt frotté. Vous allez devoir frotter doucement le gazon sous la balle. Là ça jaillit bien. Ouais, ça sort vite, c'est qu'on sort vite. La seconde, avec le sandwedge, où on va se concentrer sur un mouvement avec un peu plus de corps que le coup précédent, avec une petite rotation du bas du corps en même temps que de balancier de bras, avec très peu d'action de poignet, surtout à la sortie. Bravo. Pour ma part, j'ai choisi un 58 degrés, donc c'est un club très ouvert, c'est le club d'ailleurs le plus ouvert de mon sac. J'estime que le point de chute doit être sur le green et je vais éviter tous les points de chute qui ne sont pas vraiment francs avant le green. Donc je vais positionner mon club autour de la zone d'impact. Je mets mes mains en face de la cuisse gauche et je vais répéter, comme l'a fait Olivier, mon contact au sol de manière à m'assurer à la fois qualité de contact et vitesse de passage. Magnifique, bravo, superbe. Bien joué, Rudy. Deuxième possibilité, je vais utiliser le 52 degrés. C'est un club en fait intermédiaire entre mon pitching wedge et mon sandwich de série. J'espère avec ce club faire tomber ma balle sur l'avant green. Donc la technique de contact ne change pas, juste le point de chute. Magnifique, Wow. sublime. Donc là, balle plus basse. Tout à fait, la balle part plus basse, elle roule davantage, c'est pour ça que je fais tomber ma balle plus tôt. Bravo, belle démonstration. Merci. Alors, dans cette situation-là, pour le joueur qui démarre le golf, eh bien, on simplifie au maximum. On prend un pitch. Ne prenez pas un sandwich, trop compliqué à gérer. Donc, pitch. Je me mets en position. Après, je regarde le lie. Le lie, c'est l'endroit où on repose la balle. On vous en parle sans arrêt dans la série Birdie. Le lie peut être convenable et des fois, je peux être dans une petite dépression. Pour une fois, je vais prendre un mauvais lie. Je me mets dans un mauvais lie. Voilà, comme ça la balle n'est pas en suspension. Si la balle est mal placée, ce qui est très probable d'ailleurs quand j'arrive dans ces situations-là, à droite des greens et assez éloignée, eh bien regardez, je vais la mettre beaucoup plus vers le pied droit. Je ne mets pas ma balle au milieu des pieds. Je mets ma balle beaucoup plus vers le pied droit. À partir de là, je descends les mains sur mon club. La balle est en face du pied droit. Je fais un mouvement aller-retour. Tout simple, ne grimpez pas, ne montez pas, restez en bas, faites un aller-retour tout simple et vous visez à droite parce qu'il y a de la pente. Attention, je ne bouge pas le bas du corps, allez, retour, tout simple, je vais chercher le green, terminé. Bien joué Michel.
Pour le joueur qui a un peu plus d'expérience, eh bien, on va chercher plus de performance. On va chercher à mettre la balle le plus près possible du drapeau. Et je propose ici un 60 degrés, c'est-à-dire un sandwich extrêmement ouvert. Je positionne ma balle convenablement, pas parfaitement, juste convenablement. Et j'ai le droit d'enlever tout ce qui est mort sans toucher ma balle, sans la déplacer. Je me mets en position et pareil, je vais mettre la balle vers le pied droit pour sécuriser. Le mouvement ici, très peu de poignées et de la rotation progressive. Pas trop de rotation, un tout petit peu. Je stabilise mon bas du corps, je cale la face de club à droite et je vise juste au début du green. Juste au début du green. Le mouvement d'essai qui correspond à la distance. Et je bouge plus la face de club, les mains sont descendues, les pieds sont très serrés. Et ça fait le boulot. Voilà deux possibilités. Plus simple pour les débutants, un aller-retour avec un pitch, pas de montée. Et une légère montée supérieure avec le 60 degrés. Pour les gens plus expérimentés, dans les deux cas de figure, les pieds étaient serrés et la balle était à droite. Une belle sortie de bunker, Olivier. Effectivement, elle est pas mal celle-là, pas évidente parce qu'on a un point de chute de la balle en descente vers le drapeau. Donc on va avoir besoin de spin, d'effet arrière et de hauteur surtout. J'ai compté, on a 13 mètres. 13 mètres la sortie jusqu'au drapeau. Donc ici on va avoir besoin, pour avoir de la hauteur et du spin, de se servir beaucoup de ses mains. Donc l'action des mains et des poignets donne de la hauteur et du spin. L'action et l'amplitude des bras donnent de la longueur. Ici la longueur on n'en a pas besoin énormément, on a besoin par contre de ses poignets pour faire monter la balle. Donc le point d'entrée pour avoir du spin doit être assez proche de la balle, je dirais 2 cm derrière maximum. Magnifique. Rappelez-vous, les poignets pour la hauteur, l'amplitude des bras pour la distance. Michel, je voulais te parler d'un point que l'on rencontre notamment lorsqu'on est sur le parcours, mais aussi avec nos élèves lorsqu'on est sur le practice. Une des difficultés du swing de golf, c'est qu'on part arrêté et qu'il faut créer de la dynamique. Donc j'ai un exercice à te proposer et à te montrer. Je m'installe sur la balance et je te propose d'observer l'évolution du mouvement de corps et l'évolution des appuis. Tu vas t'apercevoir rapidement que lorsque mon corps se met à pivoter, mes appuis changent eux aussi. Donc dans le swing de golf, vous ne pouvez pas réaliser un pivot si vous ne comprenez pas le mouvement des appuis, inversement. Les appuis sont liés à la dynamique du pivot. L'un crée l'autre. Cette petite danse que je fais là va m'aider finalement à rythmer ma tête de club. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer cet exercice à une main. Je vais prendre la main la plus faible, la main gauche, qui aura ce rôle de finalement porter mon club. Je vais partir de la sortie. Je suis en appui moi, quasiment sur ma jambe avant. Et puis cette tête de club, je vais la laisser finalement se faire entraîner par mon mouvement de corps. Je crée le mouvement de corps, ma tête de club vient. Je laisse la masse, je l'attends, voilà. Et si jamais je devais finalement accélérer ma tête de club, il faudrait que je passe par mes appuis. Donc l'exercice, ça va être de appuyer un petit peu plus, mettre de plus de pression sur les jambes. Maintenant, je vais partir avec mes deux mains sur le club. Je fais le même exercice, je pars de la sortie. Et j'essaie de trouver la même sensation sur mes appuis et sur mon pivot. Mes mains faisant le même travail, simplement de porter le club. Je démarre, j'engage et je laisse ma tête de club me suivre. Si je veux créer plus de mouvement, dans un premier temps, je vais accepter la souplesse, je vais augmenter la pression sur mes pieds. Et vous pouvez voir qu'en augmentant la pression sur mes appuis, le club va s'accélérer. Si vous voulez de la vitesse, passez par le bas du corps. Si vous voulez bien démarrer le swing de golf, passez par le bas du corps. On termine à la nuit, mais c'était vraiment très agréable. Merci beaucoup Rudy, merci Olivier, quelle belle journée. Merci à toi Michel d'être venu nous rendre visite, on a été bien content de te recevoir. Beaucoup d'échanges. Tout à fait, nous te remercions d'avoir partagé tes connaissances avec nous et de nous avoir fait confiance sur cette journée. Eh bien, c'est un golf qui est magnifique, qui est déjà très beau en hiver, alors qu'est-ce que ça va être au printemps? Oui, au printemps c'est magnifique, l'été aussi, même s'il fait un peu plus chaud, et vivement le soleil quand même. Merci aux partenaires Cobra, Puma, ainsi qu'à Golfstar. Et puis un clin d'œil à Golfid, les sacs sur mesure
que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et un clin d'œil à Beauty Success, toujours avec la série Birdie. Le golf de la Salette, remarquable. Eh bien, venez jouer à la Salette et venez prendre des cours de golf si vous êtes de passage à Marseille avec Rudy ou avec Olivier, qui sont parfaitement complémentaires. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de vous aujourd'hui. Je vous en remercie. Oui, merci Michel. Nous vous remercions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, le petit bouton YouTube, abonnez-vous, plus les réseaux sociaux, Facebook, la page de la série Birdie, et vous retrouvez les coordonnées de tous les partenaires dans le générique de fin. Regardez le générique de fin, il y a tous les renseignements et également les contacts pour prendre des cours avec Olivier et Rudy. Et pour ma part, si vous souhaitez me joindre à Cannes ou à Paris, vous avez également mes coordonnées. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci Michel, au revoir.